Est-ce que vous savez ce que c'est que l'astroturfing? Vous le savez, j'aime bien regarder comment on arrive à manipuler les émotions, comment on arrive à utiliser le digital pour transformer la réalité dans le sens qu'on le souhaite. Euh, j'ai déjà traité le sujet pas mal de fois avec plein d'angles différents. Et cette fois-ci, je reçois Nicolas Van Der Bies, que j'ai déjà reçu sur ce podcast. On avait traité un sujet qui était est-ce que la démocratie est compatible avec les réseaux sociaux? Et cette fois-ci, donc, on va parler d'astroturfing. Donc, vous allez comprendre ce que c'est d'abord. Et puis, voir comment on peut l'utiliser au niveau personnel, mais aussi au niveau d'une entreprise. Et puis, finalement, au niveau d'un État. Et c'est là où, d'un parti politique. Et c'est là où ça devient, évidemment, plus problématique. On va parler de simplicité, on va parler de complexité. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept que des gens connaissent, mais dont ils ne connaissent pas forcément le nom, ils ne connaissent pas tous d'ailleurs, qui est l'astroturfing. L'astroturfing, on pense à plein de choses, mais qu'est-ce que c'est quoi en fait l'astroturfing? Est-ce que tu peux te décrire? Alors en fait, l'astroturfing, c'est un concept qui considère en fait que on peut faire un soulèvement populaire qui en a en tout cas l'apparence, mais qui n'en est pas du tout dans la réalité. En fait, l'étymologie du mot, ça vient d'astroturf en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit du Monsanto, le même que pour le glyphosate. C'est un produit en fait de gazon synthétique, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment dans les stades de football américains, on a remplacé la pelouse qui n'était pas assez performante, qu'il fallait souvent changer, par du gazon synthétique. Et en réalité, dans les mouvements citoyens, l'étude et autres, on appelle les mouvements citoyens les grassroots movements. Ouais. Et donc, c'est cette opposition entre pelouse véritable, mouvement citoyen, et pelouse feinte, astroturf qui est utilisé, et donc on utilise le mot astroturfing. Donc ça implique de, par exemple, acheter des followers, ce qu'on retrouve beaucoup, on connaît ça en tout cas sur Instagram ou autre, c'est-à-dire des gens qui achètent des followers pour faire croire que c'est des influenceurs. Mais en fait, ce qu'on remarque, et ce à quoi tu t'intéresses toi, c'est que c'est aussi vrai pour les entreprises, pour des fédérations ou des associations, et parfois dans la politique. T'as des exemples comme ça, alors peut-être fédération et entreprise, peut-être pas au niveau individuel, c'est peut-être moins intéressant, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est pas non plus nouveau, mais c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux et le web, ça s'est accentué, parce qu'on peut donner l'illusion de majorité, on peut donner l'illusion en fait d'influence, on peut donner l'illusion de populaire, alors que derrière, il n'y en a rien. Mais par exemple, l'industrie du tabac envoyait des courriers des cœurs. Quand vous partez du parti pris qu'il y a à peine 2000 personnes qui envoient un courrier au New York Times, et qu'il y en a 8 qui sont sélectionnés, ça vous donne quand même une bonne partie si vous envoyez toutes les semaines un courrier des cœurs pour faire partie de finalement une opinion qui est exprimée auprès d'une large audience. Ça va être déployé exactement de la même façon sur les réseaux sociaux. Alors ça va être soit j'organise des grosses opérations, par exemple en Corée du Sud, il y a eu comme ça une opération d'astroturfing où la présidente sortante avait fait envoyer plus de 24 millions de tweets contre son principal opposant, mais ça va être aussi des choses toutes bêtes à un niveau très très individuel, mais j'ai envie de faire croire que j'ai plus d'influence que j'en ai, on en parle beaucoup avec Instagram et autres, et je vais acheter des faux followers, et donc ça va être complètement fin. C'est par exemple Fawzan Lamdaoui, qui est un ancien conseiller de François Hollande, qui avait utilisé ces techniques. J'achète des followers, je tape sur Google et autres. Après, il y a des personnes qui n'achètent pas, qui vont aller chercher du vrai, mais qui vont utiliser des techniques pour ce faire. C'était par exemple l'exemple Xavier Couture. Xavier Couture, en fait, il a suivi un maximum de personnes. Enfin, je pense que quelqu'un l'a fait pour lui. Ces personnes ont vu, oh mon Dieu, je suis suivi par Xavier Couture, génial, incroyable, je vais le suivre, peut-être qu'on va boire un petit café ensemble. Et en réalité, après, il a défollowé tous ces individus et il avait en une semaine 14 000 followers sur Twitter alors qu'il venait d'arriver. Donc, c'est follow and follow. Voilà, exactement. Après, ça va être sur d'autres champs. Vous êtes sur des degrés un peu plus sociétal. Vous allez un peu monitorer les sondages qu'il y a sur différents sujets. L'extrême droite est très forte à ce petit jeu. Sur le foulard, ils sont très très actifs.
Et c'était un blogueur, d'ailleurs, de la sphère musulmane qui était Alkans, qui avait un peu un jour dit « Ah bah tiens, faut-il supprimer le voile ? Bah je vais voter 20 000 fois. » Et c'était un peu moqué des médias comme ça, parce que c'est très très simple en réalité. Hein. Vous changez d'IP à chaque fois, vous avez un petit logiciel automatique qui fait un comportement, vous pouvez voter comme ça 20 000 fois et faire croire qu'en fait la France entière veut la fin du foulard, et il est temps qu'on réagisse d'ailleurs. Donc c'est toute cette série de petites techniques qui vont être utilisées et qui petit à petit vont s'industrialiser. Les réseaux sociaux avançant, forcément, les agences de communication vont se dire mais tiens c'est intéressant, je peux faire pas mal de choses. Il y en a comme ça dans ce rayon-là, vers les années 2010-2011, je crois, l'agence de communication Havas en fait qui avait utilisé l'achat de fans sur Facebook, mais pour faire croire qu'en fait les Français voulaient un nouveau stade national de rugby. Ils avaient oublié une petite chose, c'est qu'en fait on pouvait voir à propos de la page quelle était la ville qui était la plus représentée dans les fans, et on était au Bangladesh, à Dhaka. Donc à part si là-bas ils veulent un stade national de rugby, parce que c'est bien connu que là-bas le rugby percole particulièrement bien, ben voilà. Mais ça donne l'illusion finalement qu'il y a un intérêt, il y a un support et ce type de choses. Et ça va aller crescendo, on va avoir exactement la même chose. Il y a pas longtemps, j'avais comme ça révélé le fait que les Jeux Olympiques de Los Angeles avaient triché aussi. En fait, leur parti pris, c'était quoi ? Ils voulaient prouver aux CEO, donc ceux qui décidaient de l'organisation des JO, que la candidature de Los Angeles par rapport à Paris, il n'y avait que 2 candidats, était davantage une candidature du pays, mais aussi qui concernait les jeunes. Alors que Paris, c'était les vieux et sûr. Pas les jeunes. Et donc, ils avaient voulu faire croire qu'ils avaient beaucoup plus de followers en fait sur Facebook. Or, en fait, quand on observait les chiffres, on voyait le Bangladesh en deuxième position avec 104 000 fans. Le Bangladesh, à mon avis, il y a des très très belles usines. Le Pakistan en troisième. Je suis sûr qu'ils adorent les États-Unis et Los Angeles. Ils veulent que les JO soient là-bas à 90 000 fans et autres. Et en fait, tout ça avait été feint et ils avaient été mis un peu en porte-à-faux juste avant la présentation, ce qui leur a fait dire, par exemple, que j'étais un espion français et d'avoir des excuses aussi belles que. Mais en fait, on voulait simplement des followers, donc on a demandé à Facebook une campagne de recrutement, mais pas cher. Et les campagnes de recrutement là-bas, c'est là-bas que ça se déroule. Sauf que je veux bien qu'on irait dire à des personnes du Pakistan supporter la campagne de Los Angeles. À mon avis, ça coûte cher quand même pour qu'ils se mettent à 100 000 à supporter le projet. C'est clair. En fait, c'est intéressant parce que quand on parle de ce principe de truquer finalement les chiffres des réseaux sociaux, on pense souvent à des personnes à la petite semelle, c'est-à-dire des influenceurs qui essaient de montrer qu'ils sont plus importants qu'ils ne sont. On pense peut-être à des marques qui peuvent être malhonnêtes ou qui veulent un rapport à leur patron pour dire « Regardez, cette vidéo, elle était vachement vue » ou « a été beaucoup retweetée ». Bon, j'imagine que y a pas mal de marketeurs qui ont fait ça sous le manteau et qui doivent trembler là au moment où on en parle, ou que ça doit les faire rire, je sais pas. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est quand ça implique des décisions soit politiques, politiques en fait, parce que même quand tu parles des JO, c'est politique quelque part, qui ont des impacts extrêmement forts sur les pays. C'est là où ça devient, je crois, plus intéressant et où on se rend compte que les journalistes, par exemple, tu prenais l'exemple du... pardon, je dis 2 fois exemple, mais tu prenais cette histoire de foulard sur un sondage où il y a X milliers de personnes qui ont dit on veut plus de foulard en France. Potentiellement, c'est une information que les journalistes vont reprendre, alors qu'en réalité, il n'y a rien derrière. Et c'est là où ça devient plus compliqué parce que ça peut mener à de la désinformation complète de la population. C'est ce que j'appelais en fait, et je pense qu'on en avait déjà discuté, la méta-information. C'est-à-dire que ce qui compte n'est plus tant l'information en tant que telle, l'information brute, le fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Et c'est ça le danger. Dans un climat où en fait le journaliste est en quête de légitimité et a l'impression de devoir se racheter par rapport au public. Et ce qui fait qu'il n'est plus quelqu'un qui va digérer les faits et les mettre, c'est un porte-voix. Et aujourd'hui, on alpague les journalistes parce qu'ils ne sont
ou ne seraient plus des porte-voix. Ils sont déconnectés, on Or, dit. c'est dangereux en fait de se dire, s'il y a beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux, forcément c'est qu'il y a un intérêt du public et donc il faut en parler. Moi c'était le départ en fait de mes quêtes sur les réseaux sociaux et des analyses que je produisais en tout cas d'un point de vue sociétal en dehors des marques, puisque c'était mon premier dada, c'était les marques. C'était l'affaire du bikini de Reims par exemple, où il y avait une femme qui s'est fait attaquer dans un parc de Reims et un journaliste de l'Union Noire Ardennais fait un petit commentaire avec des relents de police religieuse qu'il y avait une attaque. Très rapidement réagissent les réseaux sociaux. En réalité, c'est juste l'extrême droite. Mais comme les réseaux sociaux le placent en trending topic, BFM en parle. Comme BFM en parle, SOS Racisme en parle. Comme SOS Racisme en parle, petit à petit tout le monde en parle. Et on a une dépêche AFP qui nous met les réseaux sociaux sont en feu. Donc, la dépêche AFP n'est pas sur il y a une agression dans un parc de Reims, il est sur les réseaux sociaux sont en feu. Et c'est cet essor de la méta-information qui est un peu dangereux et qui a été investi de plein fouet en fait par les extrêmes et autres. C'est de dire, et qui est la deuxième phase de l'ère historique. Première historique, il faut réinformer les gens. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de médias qui expriment les opinions que nous avions. Deuxième historique, c'est il faut influencer les médias et leur montrer que c'est plus important qu'ils ne le pensent. Et donc de faire croire qu'il y a un soulèvement populaire. Et là arrive l'essor de la production de l'extrême droite et donc tous ces mécanismes d'astroturfing pour faire croire qu'il y a beaucoup plus là derrière et que c'est la France tout entière qui a mis. Si je reviens, parce qu'on était en politique, dans un champ un peu plus entreprise, j'ai le souvenir comme ça d'une campagne qui avait été réalisée par une petite ONG végane qui avait attaqué Nutella. Stop Nutella et l'huile de palme en particulier. Et donc c'était pas Greenpeace, hein, c'était une petite ONG végane, etc. On était en été, donc forcément très peu d'activité. Et je découvre un article de Rue 89 à l'époque, donc dans l'Obs, où il y a l'interview du patron de l'ONG qui nous dit la rapidité avec laquelle le hashtag a été propulsé montre qu'aujourd'hui la France veut du changement. Oh, la France, incroyable. J'observe les chiffres, 1000 tweets, dont 400 après l'article, et 600 qui viennent de 200 personnes, avec que du vegan à l'intérieur des pseudos. En réalité, derrière la France, il n'y avait que le vegan. Et c'est un peu ce tournant, en quelque sorte. C'est que je vais pouvoir, par un soulèvement populaire, pouvoir faire parler d'une problématique, juste parce que j'en ai donné l'illusion. Et ce qui me fait dire aussi qu'on vit à une époque qui est extrêmement compliquée pour les organisations, les institutions, mais aussi les marques. Pensez un peu quand vous étiez attaqué par une ONG ou quoi que ce soit. On vous attaquait aux 20h. Et on disait, cette entreprise fait ceci. Pas de problème. L'entreprise revient le lendemain aux 20h. Elle peut parler à plus ou moins la même audience. Elle a un droit de réponse. Et elle peut dire, en tout cas, sa version de l'histoire. Et donc, elle a accès au même public. Et elle peut démentir, elle a un droit de réponse. C'est inscrit même dans la loi. Imaginez maintenant sur les réseaux sociaux, donner l'illusion qu'en fait les citoyens sont contre vous. Comment est-ce que vous allez dire non mais ils ont faux, puisque c'est les citoyens. Mais d'autre part, sur les réseaux sociaux, je vais être alpagué au sein d'une audience auquel je n'ai pas accès. Je n'ai pas du tout accès à cette audience parce qu'elle n'est pas la mienne. Elle n'est pas la mienne que j'ai recrutée ou quoi que ce soit. Quand bien même je sortirais la seule force d'une entreprise, c'est ses deniers, son argent, je ne pourrais pas atteindre ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, on est dans un déséquilibre des forces latent par le fait que, finalement, à la fois les institutions, les ministères et autres, à la fois les grandes marques, qui avaient avant le grand pouvoir grâce à son argent, sont dans un déséquilibre des forces complet par rapport à ce qui serait citoyen, ce qui serait des réseaux sociaux, ce qui serait du peuple, ou ce qui pourrait faire l'illusion d'être du peuple. Parce que c'est devenu tellement complexe de dire là derrière ça n'est pas citoyen que c'est impossible pour une marque qui se ferait prendre un parti de prendre le temps de déconstruire cette construction citoyenne qui n'en est pas et puis de répondre sur quoi on l'attaque. C'est impossible. Ouais. Vous avez des séquences de 30 secondes dans un média. C'est impossible. Et alors du coup,
Alors, évidemment, ça pose plein de questions. C'est très lié à l'épisode qu'on avait fait effectivement ensemble, qui est déjà passé sur la manipulation via les réseaux sociaux. C'était sur la démocratie et les réseaux sociaux. C'est la démocratie, ouais. C'est plutôt pas la manipulation, c'est vrai. manipulation. Est-ce que la démocratie et les réseaux sociaux sont compatibles? Mais c'est une forme de manipulation de l'opinion. C'est à ça que je faisais référence. Et en particulier, et c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, utilisé par beaucoup les partis extrémistes et principalement l'extrême droite. On se rend compte que les journalistes, ce que tu disais tout à l'heure, utilisent plutôt de la métadonnée plutôt que de la donnée, enfin des faits. Métadonnée étant ce que tu décrivais, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas, en particulier Twitter, la vox populi, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt le fait de certaines personnes qui ont un usage très particulier des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en dehors du fait que c'est un peu fucked up et que il y a un problème à différents niveaux, c'est-à-dire qu'évidemment les gens s'informent sur les réseaux sociaux, donc c'est un premier problème. Que 2, ils croisent pas l'information, c'est un deuxième problème. Que 3, les journalistes ne croisent pas non plus l'information, c'est un autre souci. Que les plateformes font pas beaucoup l'effort, même si Twitter en fait un chouïa plus que Facebook. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même les partis en place, et je pense à En Marche, utilisent ces techniques en fait. Tu peux en parler 2 minutes? Enfin 2 minutes, le temps que tu veux d'ailleurs. Mais... sincèrement, je suis... il faut savoir d'où je viens. Moi, je viens d'un monde où au départ, c'était les marques. Il y avait, quand il y avait 1000 personnes qui tweetaient, c'était exceptionnel. On appelait ça un bad buzz. J'ai suivi toute cette organisation, puis j'ai observé vers 2012-2013 l'essor de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils utilisaient justement ces techniques. Puis j'ai observé la présidentielle française, où j'ai observé les phénomènes de désinformation et autres. Et aujourd'hui, j'observe avec étonnement et même effarement, en fait, le fait que 2 ans plus tard, après les présidentielles, je retrouve le parti qui a été le plus attaqué par ce type de technique, qui aurait le plus à faire pour que ces techniques n'apparaissent plus, singer totalement ces techniques. Je ne me l'explique pas, je ne comprends pas, parce que ces techniques qui sont singées sur l'extrême droite sont nées de problématiques inhérentes en fait à l'extrême droite. Vous n'avez pas accès à un système médiatique, vous allez essayer de construire des mécanismes pour lutter contre ça. Vous n'avez pas de réunion de partis, des espèces de meetings familiaux, ce type de choses, quoique ça évolue un tout petit peu. Donc vous allez vous structurer ensemble pour que vous puissiez exprimer votre idée d'extrême droite avec d'autres personnes qui pensent comme vous. Aujourd'hui, les idées normalement du centre, du Parti socialiste ou même des Républicains sont des idées où on peut parler autour d'une table sans se manger l'un l'autre. Donc vous n'avez pas besoin en fait de créer un autre écosystème pour ce faire. Aujourd'hui, il est très facile pour le gouvernement d'avoir accès aux médias traditionnels. Vous n'avez pas besoin en fait de vous déporter sur les réseaux sociaux et de spammer comme des imbéciles pour dire nous existons, nous sommes là et nous sommes une démocratie qui est bien présente. À l'extrême droite, c'était ça. Ce n'est pas un vote nécessaire, c'est un vote politique. C'était ça le but de l'évolution de ce parti. Tout ça montre bien que les problématiques qui ont fait que l'extrême droite est arrivée à ces techniques de pseudonymat intensif, d'activité intensive avec plus de 500 publications par jour, de alpagage des journalistes, où on va aller critiquer un journaliste parce qu'il a pris une opinion qui ne nous va pas, on va lui dire que son traitement de l'information n'est pas... Enfin, toutes les choses qui sont de l'extrême droite sont singées juste pour dire on va quand même pas laisser gagner l'extrême droite sur ce terrain-là. Donc c'est un peu comme si, je sais pas, au football, on avait décidé que maintenant il y avait plus qu'un goal. Nous on jouait avec 2 goals, puis on se remarque bon, ils deviennent importants ceux qui jouent juste avec un goal et on se dit bon, on va pas les laisser tout seuls, hein, on va quand même aller jouer un peu avec eux. Bah non, moi j'observe ça quand même avec effarement et je trouve que c'est un danger dans le sens où la seule chose, quand moi j'étais alpagué sur les réseaux sociaux, quand je dénonçais ce type de pratique et ce type de technique, où on me disait c'est normal, c'est du militantisme, ce type de choses, je disais non, ce sont des techniques qui ne sont pas naturelles, qui sont feintes et qui sont de l'astroturfing. Donc c'était un jugement technique.
même si au fond de moi, mes convictions ne sont pas extrémistes, et en tout cas pas du tout d'extrême droite. Mais je n'allais pas sur ce chemin-là. Je n'expliquais pas, c'est mal ce que vous faites parce qu'en fait vous êtes d'extrême droite. Et aujourd'hui, on a La République En Marche et le gouvernement qui singent ces techniques, où si je ne critique pas ces techniques, je laisse le champ tout ouvert au reste et on est simplement dans un débat d'idées ou d'opinions. Or, on n'est pas dans un débat d'idées et d'opinions. Ça n'est pas normal, en fait, d'alpaguer des journalistes. Ça n'est pas normal de faire pression. Ça n'est pas normal, aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se demandent s'ils continuent à exercer leur métier sur les réseaux sociaux parce qu'on est harcelé. Et pourtant, ils singent ces techniques-là. Donc, je trouve ça un peu dommage d'en arriver à ce point-là. Et je me dis, si on arrive sur ce terrain-là et on a ces techniques qui sont développées, c'est que finalement, l'extrême droite a gagné parce que ça voudrait dire qu'on est juste non plus dans ce qui est démocratie ou ce qui ne l'est pas, on est juste dans l'opinion. Ce qu'on avait un peu discuté d'ailleurs ensemble, c'est-à-dire que la démocratie, elle est remise en cause à cause de ça. Parce que d'abord, les gens vont plus voter, donc c'est un premier problème. Ou en tout cas, ils vont pas beaucoup voter, donc c'est pas représentatif, ou en tout cas pas assez représentatif de la population française. Et qu'ensuite, on suit ces gens qui font de l'astroturfing à volo. T'as un exemple de ce qu'a pu faire la République En Marche dans le domaine ? Sur Stop les Gilets jaunes, ok, ils peuvent se l'exprimer et le mettre, cependant, c'est fin du début à la fin. Ils se réunissent au même moment pour tweeter quelque chose, ils font croire qu'en fait, il y a un mouvement qui est là, et quand on regarde, en fait, c'est les supporters habituels. C'est quelque chose qu'on dénonçait de la part de l'extrême droite quand ça se réunissait pendant la présidentielle à 19h pour dire « Fillon, Fillon gay », tout ce type de choses. Donc, c'est ce type d'exemple où on n'est pas encore à fond en fait dans la chose. Je dis juste que comme on singe les techniques, j'ai un peu peur qu'on aille un peu plus loin par la suite. Et ce qu'on me répond, et à raison, c'est mais qu'est-ce qui nous dit pas que c'est d'autres personnes qui singent en fait ça, mais qui ne sont pas la République En Marche, ou comment est-ce que la République En Marche peut faire en fait par rapport à des militants qui s'organisent eux-mêmes, si tel était vraiment le cas. Et effectivement, ça pose des questions aussi sur les institutions, ce type de choses. Comment est-ce qu'on peut décider ? Qu'est-ce qui est de l'ordre ? Quel est le degré d'appartenance ? Et c'est un peu compliqué en réalité d'avoir ça. Et c'est compliqué de manière globale parce qu'en réalité, je pense qu'on est dans une crise de l'indicateur, en fait, de la prise de pouls de la population. C'est impossible aujourd'hui de dire où la population veut aller. C'est impossible de voir qu'est-ce qu'elle a envie de crier en quelque sorte parce que jamais on a les mêmes chiffres qui correspondent en réalité. Aujourd'hui, on a quand même eu un mouvement comme les Gilets jaunes qui était national, qui a été de grande ampleur, autant en volume sur les réseaux sociaux que dans la rue. Ça ne s'est pas transformé sous forme de voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ces gens-là, en fait, sont juste eux-mêmes, et tous ceux qu'on a vus dans la rue, en fait, c'est tous ceux qui pensent comme ça, et les autres, en fait, ils n'étaient pas là parce que voilà. Aujourd'hui, en Belgique, par exemple, on a eu des manifestations écologiques. Ça, c'est un peu manifesté dans les votes, mais très 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 peu dans un pays où le vote est obligatoire. Le vote en France n'est pas obligatoire, donc on n'arrive pas à voir quel est le pouls de la population. Et donc moi, je me mets un peu à la place d'un président aujourd'hui ou d'un gouvernement ou quoi que ce soit, qui chercherait un peu à voir le cap, voir où les gens veulent aller, et qui serait quand même assez décontenancé parce qu'aujourd'hui, il n'a aucune prise sur la population. Alors, du coup, il faut faire quoi ? Il faut interdire les réseaux sociaux, ou ne plus les prendre en considération. Parce qu'en fait, par rapport à la conversation qu'on a vue la dernière fois, qui était démocratie, est-ce que c'est compatible ou pas, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que d'un côté, les réseaux sociaux arrivent à défaire des régimes autocratiques. On l'a vu avec le printemps arabe, on le voit en ce moment en Algérie, etc. Dans le même temps, ce que tu décris toi, c'est que, en tout cas avec l'extrême droite, c'est que les partis extrémistes utilisent les réseaux sociaux pour faire tomber des démocraties, même s'ils se disent très démocratiques, et que j'entendais ce matin un responsable RN qui disait mais il y a pas de mort d'homme, on a tué personne, etc. Donc je vois pas à quel moment on a un parti extrémiste. Bon, voilà, la rhétorique est intéressante. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Comment on régule tout ça ? Est-ce que c'est le rôle des plateformes ? Parce qu'il y a une question de gouvernance quand même dans cette histoire. C'est-à-dire, est-ce que c'est les plateformes qui doivent prendre leur rôle ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les individus qui doivent prendre du recul ? Comment on fait en fait ? C'est extrêmement problématique. En réalité, on n'aurait pas ce débat sur
à partir de quel moment, en fait, on aura un débat, c'est-à-dire ici, où on estime que finalement que c'est d'intérêt pour à la fois des auditeurs, mais d'un point de vue sociétal, sur du faux. Enfin, je veux dire, s'il y a du faux, il doit être construit. Ce faux doit être construit. Si il est construit et qu'il est important, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas assez de vrai qui produit. Bien sûr. La société n'avancerait pas juste avec des ballons de baudruche ou des robots. Encore, on pourra en parler dans des années, mais pour l'instant, en tout cas pas. Donc, pourquoi dans la vraie vie, les robots, le faux ne prend pas notre place, mais sur les réseaux sociaux, ils le prennent et on doit le singer et on peut organiser ce qu'on appelle des cellules de riposte pour essayer de le feindre, etc. C'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui s'expriment. Je pense que c'est ça qui est problématique. Si on prend les conversations à propos du football, on aura beaucoup plus d'individus que sur la politique. En réalité, sur la politique, c'est toujours les mêmes qui vont s'exprimer. On est sur une base de 40 à 50 000 personnes sur Twitter, en tout cas. Seul réseau, on a plus ou moins les choses. Alors que sur le football, on va être sur des millions. Donc forcément, il va y avoir cette problématique-là. C'est aujourd'hui, foncièrement, c'est un problème de communication en réalité. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à communiquer sur quelque chose qui est complexe, qui est de la communication, alors que je n'ai plus d'espace social médiatique. Je n'ai plus en fait un espace commun médiatique. J'ai des podcasts, j'ai des réseaux sociaux, j'ai des chaînes, j'ai des sites web. Aujourd'hui même Fortnite peut être un média qui est un jeu vidéo. Ouais. Netflix dit que c'est son principal concurrent. J'ai Netflix où je peux voir en streaming. Enfin, j'ai beaucoup de choses. Donc c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à communiquer dans ce vivre ensemble médiatique et tant qu'on n'a pas ça comme réponse, ça va être extrêmement compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué que je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus facile pour les extrêmes. Et je prends l'exemple par exemple en Belgique d'un parti d'extrême droite qui s'appelle le Vlaams Belang, qui a réussi des scores dingues avec seulement 800 000 euros, mais c'est un score assez, enfin c'est un budget assez énorme en Belgique, sur les réseaux sociaux, à cibler en réalité des jeunes qui ne sont pas aux endroits traditionnels en fait des partis politiques ou même des marques. Ils ne sont pas au marché, ils ne sont pas à la TV, ils ne sont pas avec des tracts, ils ne connaissent pas la vie politique. Et donc quand ils voient une vidéo simple de quelqu'un qui se fait agresser par une personne d'ethnie musulmane, va dire oui effectivement il y a un problème, etc. et être convaincu que c'est le vote qu'il faut faire. Ce message est beaucoup plus facile à faire passer. Ouais, en 30 secondes, je le fais passer, il n'y a aucun souci. Or, si je veux construire quelque chose, c'est toujours plus compliqué que quelqu'un qui veut détruire. Et donc, le rôle des extrêmes, d'un point de vue communication, est beaucoup plus facile que le rôle d'un parti traditionnel. Et tant qu'on n'a pas réglé ce déficit communicationnel, on aura de gros problèmes, en tout cas dans les pluralités globales. Alors évidemment, juste je te reprends, mais les musulmans, c'est pas nécessairement une ethnie, hein. C'est une erreur de langage, mais je le reprends pour ceux que ça pourrait choquer. Exactement. Mais parce qu'on sait bien que la majorité des musulmans, ils sont asiatiques, en fait, en l'occurrence, donc c'est largement pas une ethnie. Mais encore que, je suis pas certain que tout le monde soit au courant de ça. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, il faudrait quasiment décorréler l'information des réseaux sociaux, et pourtant, j'ai l'association que de plus en plus, c'est le cœur de là où ça se passe, que ce soit du point de vue des politiques, c'est-à-dire où ils y vont de leurs petites phrases, etc., que du point de vue des journalistes qui prennent l'information, ce que tu décrivais très bien, mais aussi qui parlent et qui prennent la parole. Donc, dans un monde où, de toute façon, les gens se renseignent, je crois qu'en France, ça doit être 60% quand même, principalement sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence Facebook, où ces réseaux sociaux ont vraiment une place centrale. Comment on fait en fait? Parce que c'est quoi la solution? Comme toujours, moi je suis très mauvais futurologue, très mauvais conseiller sur ce type de choses. Je peux juste observer en fait quelque chose de quelqu'un qui a observé tous ces phénomènes et qui en a vu l'évolution. Et effectivement, aujourd'hui, si je reparle d'un média global où chacun peut interagir, les réseaux sociaux sont un peu cet espace où tout le monde est plus ou moins, où transite. Et on le voit bien, quand il y a une bonne séquence télévisuelle, on en entend parler. Quand il y a une polémique, je pense à la polémique qu'il y avait sur Ango récemment, on est au courant, quand bien même on ne regarde pas l'émission. Quand il y a un buzz sur les réseaux sociaux, on est au courant.
parce qu'en fait, on l'apprend, ça sort de notre bulle. Et c'est un peu ça la problématique aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'en fait, est l'entrebulle de toutes ces micro-communautés. Qu'est-ce qui fait le vivre ensemble communicationnel? Qu'est-ce qui fait le vivre ensemble médiatique? Et aujourd'hui, le problème, c'est que par l'architecture, on va se retrouver, en tout cas l'architecture des plateformes, on va se retrouver sur des choses très peu pertinentes, dont tout le monde aura entendu parler, qui sont autour de la polémique, qui sont autour de l'accent simple, mais qui gomment la complexité. Et à part en remettant la complexité au milieu des discours, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que j'avais été toujours choqué d'un moment où j'étais chroniqueur TV dans un débat et quelqu'un s'était exprimé par rapport au fait qu'il fallait arrêter les voitures et que forcément en fait les voitures tout allait transiter, il y aurait plus de gens qui prendraient le train, donc plus d'argent pour les trains, et donc forcément l'offre de train sera assez suffisante, et tout le monde roulerait en transport en commun. Et par rapport à une question comme ça, je pense qu'il y a 20 ans, un homme politique aurait dit « Monsieur, ce n'est pas aussi simple. Sachez que c'est des plans qui prennent 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde doit prendre le train, mais qu'on n'a rien construit, la construction, ça prend 10 ans. » Et alors qu'auparavant, un politique aurait fait preuve de pédagogie et aurait mis la complexité dans l'agenda, aujourd'hui, on va vers la simplicité. On va vers... oui, je comprends totalement ce que vous voulez dire, monsieur. C'est une priorité du gouvernement. Et puis l'opposition, comment? Alors que vous réduisez le nombre d'investissements dans le train, etc. Oui, mais non, mais vous avez fait ça avant. Et en fait, on a gommé la complexité. On est juste dans de l'opposition de façade, mais plus dans des faits ou de l'opposition de faits. Ou quand on est dans l'opposition des faits, on joue sur des faits qui vont être contredits par la suite. On est dans une bataille de chiffres, en fait. Donc, la complexité n'est plus là. On va juste dire, non, mais tu te trompes, en fait, c'est pas 18 000, c'est 16 000. Et c'est pour ça que t'es nul, parce que moi, j'ai plus que toi. Et ce genre de choses. Et donc, si on n'arrive pas à réinsérer la complexité au cœur des discours, au cœur de l'espace médiatique, ça va être compliqué. Donc, il faut arriver à réinsérer cette complexité dans le citoyen, dans la vie de tous les jours, et montrer que c'est pas aussi radical, c'est pas avec la radicalité qu'on arrive à des choses, c'est avec la construction, c'est en tout cas avec quelque chose de complexe, avec des experts qui se sont mis autour de la table et qui se sont mis ensemble. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que les citoyens aiment bien quelque part les réponses simples? Parce que j'ai l'association, et je sais plus où j'avais entendu ça, quelqu'un qui disait que pour déconstruire le mensonge d'une idée, par exemple, d'extrême droite, qui prend à peu près 10 secondes à énoncer, j'en sais rien, la France est envahie par les immigrés, je sais pas, ou par les migrants, peu importe. Il faut derrière 20 minutes pour construire le discours et pour expliquer qu'en fait, en l'occurrence, sans les migrants, on a des petits problèmes au niveau des retraites, mais aussi ces gens-là, ils sont extrêmement importants parce qu'ils font des enfants, etc. Enfin bref, et que en réalité, la balance économique des migrants, elle est plutôt positive. Enfin bref, mais tout ça, il faut l'expliquer. Et c'est vachement plus simple à comprendre que ouais, mais c'est vrai. En plus, moi, je vois plein d'Arabes ou de Noirs à côté de chez moi ou d'Asiatiques. Donc c'est vrai, il y en a trop. Donc qui est vachement facile à comprendre. Et puis en plus, qui parle aux gens parce qu'ils le voient. Tandis que si tu commences à expliquer, les gens sont ah oui non mais là t'essayes de m'embrouiller. Tu vois, il y a peut-être ce truc aussi, non? C'est clair qu'il y a ça, mais ça naît aussi du simple fait que si la réponse est simple, on va arriver à avoir une accroche, une emprise sur ce discours simpliste. Et donc, créer la polémique. Prenons l'exemple des étrangers. Aujourd'hui, si on dit il faut des étrangers parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, mon Dieu, ça va péter dans tous les sens. Hein. Quoi, on exploite la misère du monde? Quoi, est-ce qu'on fait ci? Quoi, est-ce qu'on fait ça? C'est scandaleux qu'un politique mette comme ça. Donc, oui, on peut parler de façon simple, mais le problème, c'est que la simplicité va derrière faire naître la polémique. Parce que les personnes qui utilisent des arguments simples vont contredire de façon simple aussi. Bien sûr. Et donc, la seule façon plus ou moins de gagner, c'est de faire appel à la rationalité, mais c'est extrêmement compliqué et ça passe pas assez. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas, on n'assumera pas certaines choses en disant, oui, on peut vivre ensemble, on peut mettre ce type de choses, mais des trucs très simplistes. Et alors on va dire, oui, mais t'es bien pensant, toi, en fait.
Alors que si on lui explique pourquoi est-ce qu'on arrive à ça, là, il va dire, ok, t'es bien pensant, mais en plus, t'as quelque chose derrière. Et c'est ça un peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on va dire le mal est plus explicable et moins bien pensant. C'est un mot vraiment magique, hein, même, c'est le mot bien pensant. C'est moins bien pensant, et donc ça paraît plus... il met le doigt sur quelque chose. Enfin, quelqu'un qui ose dire. Tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ce type de choses. Et tant qu'on sera dans cette simplicité, c'est extrêmement problématique. Mais c'est le même débat si on est toujours dans notre opposition marque contre politique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal qu'une marque comme Dove, où il y a un espèce d'activiste qui récupère une publicité et fait penser qu'en fait Dove a fait croire qu'on lavait une personne de couleur noire et qu'elle devient tout d'un coup blanche, que c'est des racistes et autres, et que Dove, plutôt que d'expliquer il y a eu un montage complètement fallacieux, c'est absolument scandaleux, nous condamnons ça, nous n'avons jamais voulu dire ça, qu'est-ce qu'envoie Dove ? Nous nous excusons. Point. Donc aujourd'hui, ils ne vont plus au tampon, ils ne vont plus au-delà des choses, quoi. Wow. Si on prend le parallèle avec les gilets jaunes, on arrive avec un débat, on fait 3 tours, et finalement c'est juste pour dire va te faire foutre, plus ou moins. Mais il aurait pu le dire avant. Pourquoi il ne le dit pas avant ? Il y a besoin d'une espèce de type comme ça. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à être un peu plus frontal par rapport à ce type de choses, être un peu plus clivant, mais dans le clivant des idées. Et quand on n'est pas clivant, en fait, on peut pas simplifier. Donc, on ramène de nouveau à la complexité totale à tous les niveaux, en réalité. C'est peut-être lié aussi au fait, pour revenir sur notre sujet de Twitter, que Twitter s'est limité à... Enfin, c'était en tout cas, maintenant c'est plus trop le cas, mais en tout cas c'est limité en nombre de caractères, avant c'était 140. Et donc on est, par définition, pas dans la complexité. Enfin, techniquement, on n'est pas dans la complexité. Non, on n'est pas dans la complexité, mais quand on regarde dans un endroit où on a un peu plus d'espace, on n'en fait pas grand-chose en plus. On peut penser à Facebook aujourd'hui, les tartines, on les voit plus. Pensons quand même à des ancêtres comme le blog. Aujourd'hui, on ne blogue plus. Il y a des podcasts. On vlog. Il y a des podcasts. On vlog où on se met en vidéo, on fait des podcasts ou ces types de choses. On est obligé en fait de trouver, par rapport à une économie de l'attention, des moyens périphériques. Et il y a beau dire, mais sur des chemins comme la politique, surtout à l'époque où on n'est plus au début de la politique en réalité, on n'est plus à décider qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société, le capitalisme a gagné, la démocratie a gagné, donc on n'est plus dans dans le truc foncier, l'essence même des choses. On est aujourd'hui à décider est-ce qu'il faut une taxe sur les robots. On est aujourd'hui à décider le virage de la transition écologique, est-ce qu'on le prend ? Et nos positions, est-ce qu'on tue des jobs ou on l'est pas ? Est-ce qu'on est sur la fin du mois ou la fin de l'année ? Enfin, on est dans des problématiques tellement complexes qu'aujourd'hui, non seulement on a cette économie de l'attention qui est plus compliquée, mais aussi les matières qu'on a à traiter sont beaucoup plus complexes. Prenons des champs de société aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle ? D'homéopathie, par exemple, de glyphosate. C'est ça les points de tension, les espèces de paradoxes. Le glyphosate, on en est quand même à finalement, alors qu'il n'y a aucune étude, dire que comme les études ont été financées par l'industrie, forcément elles sont mauvaises, donc il faut bannir. Mais aujourd'hui, on n'a aucune étude qui dit à 100%, en gros, il faut absolument supprimer, mais on donne l'illusion qu'il faut supprimer, et donc en fait... Même des personnes rationnelles comme moi j'ai pas d'avis par exemple sur le glyphosate, j'en sais foutrement rien. On m'a complètement noyé, j'ai déjà perdu. Sur l'homéopathie, toutes les études disent que ça ne fonctionne pas, pourtant on a quand même encore un politique comme Xavier Bertrand qui dit que c'est très important et que ça sauve des vies. Donc la rationalité n'est pas là, mais c'est quand même l'irrationalité qui gagne. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui, et c'est ça qui fait en sorte que des techniques comme l'astroturfing finalement viennent se greffer à ça pour donner le vent. C'est-à-dire en gros, en tout cas quand vous bougez ou vous faites un jeu, il y en a toujours un qui perd, c'est celui qui attend. Le mec qui fonce direct, il y en aura assez pour foncer direct que pour gagner, et si vous réfléchissez rationnellement au tout départ, vous allez perdre. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Par rapport à des situations complexes ou des idées complexes, des débats complexes, c'est généralement les deux premiers qui partent en premier, qui vont structurer le jeu et qui vont faire le jeu de la riposte. Autour, va se structurer des différents types d'alliances. Et c'est comme ça. Donc t'invites les gens à faire de l'astroturfing. Non. Je plaisante. Et alors ce podcast s'appelle Vlan. Je voudrais savoir à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte. La fois passée, j'avais envie de fermer absolument à rien. Je dirais que si on devait résumer aujourd'hui, ouvrons la porte à la complexité. Ayons plus
de complexité dans nos débats, ayant plus de complexité dans nos expressions politiques, ayant des politiciens qui nous disent qu'ils ne connaissent pas ou ne savent pas, ce serait quand même très très bien, parce que c'est trop complexe, et qui nous disent juste leurs convictions, plus que leurs faits. Et donc, si on ouvre la porte à la complexité, je pense qu'on fermera davantage la porte à un peu le populisme et tout ce qui est inhérent. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.